Pour terminer cette saison, nous avons choisi de vous parler d'économie, mais de parler de l'écosystème afro. Comment peut-on aujourd'hui encourager les entrepreneurs, qu'ils soient afro ou alors caribéens? C'est le thème du jour. Au lendemain des dénonciations d'actes racistes un peu partout dans le monde, nous avons choisi d'intituler cette émission « Consommons afro ». C'est tout de suite sur Regard Extérieur. Alors, si nous décidons de soutenir des entrepreneurs afro-caribéens, par où faut-il commencer? Pour cela, je reçois Rachel Soumbou qui va venir nous parler des initiatives qu'elle a recensées. Bonjour Rachel. Bonjour Karine. Alors, quelles sont les initiatives afro qui ont attiré votre attention? Alors, parmi les plus célèbres, tout d'abord Africrea, la marketplace des entrepreneurs afro sur laquelle vous pouvez acheter des vêtements confectionnés donc par des créateurs afro. Ensuite, Little Africa, qui est un guide de la culture africaine à Paris et en Belgique. Et pour finir, Ma Coiffeuse Afro, qui est un annuaire recensant les différents salons de coiffure africains, afro-caribéens, en Île-de-France, à Paris, et les coiffeurs à domicile. Est-ce qu'aujourd'hui, il existe un annuaire pour retrouver tous ces entrepreneurs afro? Oui, en effet, Karine. Donc, j'ai récemment découvert cet annuaire qui a été créé, lancé par le collectif Lobby Noir et sur lequel, effectivement, vous pouvez retrouver des entrepreneurs afro à condition qu'ils s'inscrivent, qu'ils s'enregistrent sur cette plateforme. L'application est d'ailleurs téléchargeable. Alors, Karine, avant d'aller plus loin, une question à vous. Savez-vous qu'il existe un réseau social afro? Ah non, je connais Facebook, WhatsApp, mais alors, je ne savais pas. Figurez-vous que moi, je viens de découvrir donc, un réseau social afro qui a été lancé il y a quelque temps, Dicalo, créé par un jeune entrepreneur camerounais basé en Allemagne. La première application de messagerie dédiée à la communauté afro. Dicalo que j'ai moi-même testé. Et j'ai eu l'opportunité d'interviewer donc, le fondateur de Dicalo. Je vous propose d'écouter. Bonsoir tout le monde, je suis Alain Kambi, j'ai 38 ans, je suis né au Cameroun, exactement dans la ville de Douala. Je suis parti en Allemagne à l'âge de 18 ans, où j'ai fait des études en informatique. Après mon diplôme, j'ai travaillé comme consultant dans certaines boîtes de la place. Et en 2014, j'ai décidé de me mettre à mon compte avec un ami à moi de l'époque. Et depuis 2016, j'ai lancé le projet qu'on appelle Dicalo. Pourquoi on va créer Dicalo? Tout simplement parce que nous sommes partis du fait que la communication en Afrique est dominée à 99% par des plateformes étrangères. Nous sommes partout, nous sommes sur WhatsApp, nous sommes sur Snapchat, nous sommes sur Facebook, nous sommes un peu partout, mais toutes ces plateformes viennent de l'extérieur. Ne serait-il pas mieux d'avoir aussi une place où on peut faire les choses différemment, qui est faite par nous-mêmes? C'est de cette idée-là qu'est partie la plateforme Dicalo. Ce qui distingue Dicalo des autres applications, c'est premièrement l'aspect privé de Dicalo. On n'a pas besoin de partager une information privée quelconque pour communiquer avec l'autre. Quand on crée un compte sur Dicalo, on obtient un identifiant et c'est avec cet identifiant qu'on communique avec les autres. Plus besoin de partager son numéro de téléphone ou quoi que ce soit d'autre. Mais le plus important, c'est ce que nous allons faire dans le futur. Le fait d'avoir une plateforme à nous permettra de faire des services qui sont adaptés au contexte africain sans avoir besoin que les autres viennent le faire pour nous. Et le pari qu'on espère gagner dans ce contexte, c'est juste créer une plateforme aussi dominante que le sont les autres. Nous, on parle du fait que le talent est universellement répandu. Si quelqu'un est en Californie et crée une application qu'on utilise à Bangui, ça peut aussi aller dans le sens inverse. On peut créer des applications à partir de Cameroun, à partir de Ouagadougou, et les autres l'utilisent dans le monde entier. Voilà. Donc nous aussi, on veut montrer au monde que voilà, on peut créer des plateformes internationales que les autres peuvent utiliser, même si à la base, notre focus, c'est sur l'Afrique. Que signifie Dicalo? Dicalo signifie la langue, dans la langue du Cameroun, le message ou la nouvelle. Et nous nous sommes dit que ça passe exactement à notre vision de faire une messagerie purement focalisée sur l'Afrique. Actuellement, il y a environ 110 000 personnes sur Dicalo, 110 000 personnes, donc environ 95 000 personnes actives chaque mois. Alors, la différence, donc, comme il nous l'a expliqué, de Dicalo avec Facebook et tous les autres, aujourd'hui, c'est que c'est un système avec aussi des emojis qui sont des personnages africains. Oui, Dicalo propose tout un tas de services
et vise à s'étendre, proposer tout un tas de services spécifiques aux besoins de la communauté afro, notamment le transfert d'argent. Quelles sont aujourd'hui les limites, si on peut parler de limites, quelles sont les difficultés que rencontrent les entreprises ou les entrepreneurs afro? Alors, consommer afro, oui, mais dans quelles conditions? Et là, Karine, vous soulevez en effet le sujet de la charte éthique. L'exigence est-elle au rendez-vous? Je laisserai à nos invités le soin de répondre à cette question. Très bien. Merci beaucoup, Rachel. Merci, Karine. Je vous propose donc de découvrir le débat avec deux invités que je reçois en plateau pour parler de consommant afro. Comment est-il possible aujourd'hui d'encourager un écosystème afro? Est-il possible aujourd'hui de consommer afro? La question s'est posée à l'issue des manifestations, notamment Black Lives Matter, pour dénoncer le racisme. Est-il possible d'aller beaucoup plus loin en consommant afro? Pour cela, je reçois deux invités sur mon plateau. D'abord, Keïsia Dupro. Je rappelle que vous êtes la fondatrice des Virtual Afro Talk. Bienvenue. Merci. Bonjour. Bonjour, et puis je reçois Trésor Hélène Guitor. Je rappelle que vous êtes entrepreneur, entre autres, parce que vous avez plusieurs cordes à votre arc. Bienvenue. Merci. Alors, vous avez accepté tous les deux l'invitation de venir au pied levé parler de la consommation afro. D'abord, la première chose, c'est que est-ce que vous aussi, vous avez réagi, je vais commencer par vous, Keïsia, est-ce que vous avez réagi quand il y a eu tous les mouvements liés à la mort de George Floyd pour dénoncer le racisme sur les réseaux sociaux? Alors, ça dépend de ce qu'on appelle réagir. Forcément, moi, ça fait 3 ans que j'interagis dans l'écosystème panafricain. Donc, évidemment, c'est quelque chose qui m'a attristée. Ensuite, je ne pense pas qu'on doit être tout le temps dans l'émotion. Je comprends la peine et vraiment, je me joins avec eux. Au niveau de la tristesse, il y a eu des morts. On a vu aussi la cause d'Assa Traoré par rapport à son frère également. Mais moi, je suis pour qu'on puisse dépasser... on va dire... Dépassionner le débat. Dépassionner le débat et surtout arrêter les manifestations, arrêter les revendications et qu'on soit vraiment plus dans l'action. Ça, c'est vraiment ma manière d'agir au quotidien. Très bien. Trésor, est-ce que vous aussi, est-ce que vous avez publié le mur noir comme on a vu sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous avez publié avec le hashtag BLM? Ou comment est-ce que vous avez réagi, vous, avec évidemment George Floyd, mais déjà Adama Traoré et bien d'autres? Moi, j'ai réagi, en fait, ça allait de soi parce que c'était une action qui touchait tout le monde, qui touchait toute la communauté noire. Mais j'ai réagi différemment. Différemment parce que déjà, comme Keïsia, ça fait un moment qu'on milite déjà, qu'on est dans l'action. Dans l'action, je pense que le meilleur militantisme, c'est dans l'action. Il y a l'action citoyenne qui est de faire des marches, de revendiquer, de manifester, ainsi de suite. Mais je pense que l'action économique est aussi importante. Donc moi, je suis plutôt du côté économique parce que j'essaie de mettre en place des actions avec d'autres entrepreneurs, mettre en place des projets qui donnent plus de valeur à la communauté et qui apportent un plus au combat, en fait. Donc j'ai manifesté, j'ai réagi de cette façon-là. Donc j'ai échangé aussi avec d'autres personnes qui eux, étaient plus dans la manifestation, dans l'action un peu plus sur le terrain, parce qu'il en faut être sur le terrain, mais je pense qu'il faut rajouter la partie économique qui est très importante, je pense. Très bien. Alors effectivement, vous parlez tous les deux d'action, vous vous rejoignez sur ce sujet, parce que ce qu'on a vu, en tout cas aux États-Unis, c'est qu'il y a eu derrière ces manifestations le soutien à toutes les entreprises, si on peut le dire ainsi, afro-américaines. Alors je vais commencer par vous. Les Virtual Afro Talk, en quoi cela consiste? Alors c'était une réunion qui a eu lieu à l'occasion du mois de l'Afrique. Plus de 30 leaders africains et de la diaspora en fait, se sont rassemblés pour pouvoir prendre la parole sur des thématiques en fonction de leur expertise. Et on a eu plus de 600 participants, donc une belle réussite. Très bien, c'était une première édition? Exactement, une première édition en ligne. Très bien. Et c'est vous qui avez eu cette idée? Oui. Comment avez-vous travaillé là-dessus? Alors pendant le confinement, l'idée c'est que forcément moi je venais de perdre mon emploi. Donc forcément, on se pose la question, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Et donc là, étant donné que moi j'aime beaucoup tout ce qui est lié aux événements afro, donc je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Parce qu'au début, j'ai d'abord créé l'événement pour moi. J'ai parlé avec pas mal de personnes, des leaders, des entrepreneurs, des personnes
on va dire, qui sont aussi à un certain niveau de responsabilité. Et je me suis dit, pourquoi pas mettre ces conversations qu'on a parfois sur le côté en lumière, sachant que ça peut aider. Et donc c'est comme ça que je me suis dit, pourquoi pas créer, et j'avais le temps de créer. Et donc là, forcément, j'ai mis en place le site internet, j'ai contacté 30 leaders, ils ont accepté. Et voilà, la machine était lancée et une très grande surprise. Il y aura une deuxième édition l'année prochaine ou alors j'y réfléchis. Je ne sais pas si ça sera encore virtuel ou alors pourquoi pas aussi en physique. On me l'a beaucoup demandé, j'aimerais faire une thématique bien inédite parce que j'ai envie quand même que les gens aient toujours envie de se connecter, apprendre, inspirer aussi. Donc une seconde édition c'est sûr, mais je ne sais pas encore le thème. Très bien. Trésor, alors à côté de vous, un carré. Oui. Alors à l'intérieur, il y a comme des surprises. Qu'est-ce que c'est? C'est Carré Black Box. D'accord. Carré Black Box, ça fait 3 ans que nous l'avons lancé. En fait, c'est un coffret, c'est une box qui propose des produits beauté et lifestyle. En fait. Donc, tous les 2 mois, nous allons proposer des produits aux femmes. Donc on est parti d'un constat tout simple en fait. Il y a des concepts qui existent, des concepts de box qui existent, oui. mais il n'y a aucune box qui proposait des produits adaptés à la femme noire et métisse. Donc il y a des box qui proposent des plus multiples produits pour les cheveux, pour la peau, pour le corps. Mais il n'y avait aucune qui proposait des produits vraiment spécifiques à la peau noire, aux cheveux noirs et ainsi de suite. Donc on s'est dit, mais pourquoi nos sœurs n'auraient pas aussi des produits de qualité qui leur correspondent? Bien sûr. Donc voilà, on a créé ce concept il y a 3 ans en mettant ensemble tous les entrepreneurs, quelques entrepreneurs afro qui veulent participer à l'aventure. Parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs afro qui sont dans l'élaboration des produits cosmétiques, bien sûr. dans les accessoires, dans un peu tout. Et le plus de la box, c'est que nous avons apporté la partie un peu culinaire. Parce que nous avons voulu aussi apporter cette partie-là, parce qu'il y a quand même un gros marché agroalimentaire côté des afros qui se développe beaucoup en termes de boissons, des snacks, ainsi de suite. Donc on a voulu aussi représenter cette partie-là dans la box. Donc voilà, dans la box, il y a toutes ces catégories-là, des produits pour les cheveux, pour le corps, les accessoires et ainsi de suite. Donc c'est un abonnement tous les 2 mois et les femmes trouvent des produits adaptés à leurs besoins. Très bien. Alors est-ce que aujourd'hui, alors vous êtes dans des démarches bien entendu de mettre en avant ces racines que vous avez. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé des expériences négatives ou positives dans un écosystème afro? Je vais commencer par vous, Kessia. Parce que effectivement aujourd'hui, l'émission du jour, c'est il faut consommer afro, c'est très très bien. Mais est-ce qu'il vous arrive pas ou il vous est pas arrivé de vous dire finalement je voulais encourager une initiative afro, mais celle-ci s'est avérée plutôt infructueuse? Alors personnellement, pas forcément. Par contre, là où on va dire que je regrette un petit peu, il y a des choses qui me chagrinent, on va dire ça comme ça, c'est plus le marketing lié à certaines entreprises qui appartiennent à soit des Africains, soit des Antillais. D'accord. Je remarque que par exemple, quand on va dans certains coiffeurs, par exemple, on est sur Paris ici, oui. qui ne font faire aucun effort marketing en termes de merchandising, ce qui fait qu'on n'aura pas forcément envie d'entrer. On va rentrer par nécessité, peut-être parce que les produits capillaires se trouvent à tel endroit, mais finalement, en tant que cliente, je ne sais pas si je me sens vraiment épanouie dans cet environnement-là. Et je pense que c'est nécessaire de travailler son packaging. Si par exemple on est dans l'agroalimentaire, c'est très important et ça rend fier aussi le produit et ça permet en même temps d'élargir la cible, qui peut être afro dans un premier temps, mais qui peut être aussi après adaptée au niveau mondial. Parce que finalement, parfois, on reste ciblé sur la sphère afro, on se dit, voilà, je fais du jus de bissap pour les Africains, mais finalement, le jus de bissap, tout le monde pourrait en consommer. Absolument. Et pour pouvoir cibler tout le monde, il va falloir investir dans le marketing. Voilà, c'est mon grand point, la limite et la grande faiblesse de nos business. Alors, Trésor, est-ce qu'il vous est arrivé des expériences, on va dire, négatives en voulant consommer afro? Alors, on a pris l'exemple de l'agro, alors du capillaire, dans la coiffure, mais est-ce qu'il vous est arrivé, vous, de vous dire, aujourd'hui, par exemple, j'ai envie de consommer afro, et vous êtes confronté à une difficulté?
Moi, je suis clairement sur le front, parce que je dirige une agence de communication. Donc, j'accompagne plusieurs marques afro et autres dans l'élaboration de leur création marketing et autres, dans leur packaging et ainsi de suite. Donc, je suis confronté à ça. Moi, c'est ce que j'apporte un plus, en fait. Ce que j'apporte aux entrepreneurs, c'est l'image. L'image est très importante. Oui. En plus de ce qu'on vend, on mange d'abord de l'image avant de manger le produit en lui-même. Donc oui, bien sûr, j'étais confronté à ce genre de problèmes, mais aussi on est souvent confronté à un problème de qualité souvent. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent, qui font des produits exceptionnels, mais qui ne mettent pas forcément l'accent sur, par exemple, la propriété. Oui. Ça arrive souvent. Ou sur on a parlé du marketing tout à l'heure, de la visibilité, mais la propreté ou ça s'appelle ça du marge, en fait, de l'agencement et ainsi de suite. On peut prendre l'exemple des salons de coiffure ou des magasins de cosmétiques. On est souvent dans l'à peu près. Souvent dans l'à peu près. Et ça, je pense que c'est un gros défaut qu'on doit rectifier. Et je pense qu'il y a un gros travail à faire dessus. Mais aujourd'hui, parce que clairement, quand on pose la question, et vous l'avez dit, qu'on soit caribéen, qu'on soit africain, ce sont les mêmes difficultés. Pourtant, on est quand même en France, pour certains. Oui. Alors, on ne sait pas comment ça se passe en Belgique ou en Italie ou des diasporas ou des afros. Mais comment on peut expliquer qu'aujourd'hui, certaines entreprises ou micro-entreprises afro soient encore face à des difficultés telles que le marketing, telles que l'agencement, telles que le problème de l'image, en fait, selon vous? Peut-être que c'est lié à, on va dire, la conscience de certaines problématiques. Tout à l'heure, vous parliez de professionnalisme. C'est très important parfois. Bon, après, c'est vraiment du ressenti. Hein, je ne peux pas forcément le prouver, mais du peu que j'ai pu voir dans mes interactions, parfois on se dit bah, c'est bon, ça suffit, on a déjà fait telle et telle étape et on ne va pas forcément au bout. Donc ça peut être lors d'un événement, on va dire je fais un événement, etc. Mais bon, c'est pas grave si je ne prends pas un chargé de logistique. Donc voilà, on fait les choses un peu au rabais en se disant mais c'est bon, moi aussi je sais faire parce que j'ai organisé déjà l'anniversaire de ma cousine. Mais en fait non, il faut prendre des professionnels, il faut vraiment se valoriser. Et ça c'est très important de se dire, c'est peut-être aussi lié à l'estime de soi. Se dire je m'apprécie, je m'aime, donc mon entreprise doit être mon reflet, donc finalement je dois viser le meilleur, je ne dois pas viser l'à peu près, je dois vraiment aller au plus haut. Ça peut être aussi, même par exemple on peut parler du Cameroun, je lance un produit pour le Cameroun, donc je me limite au Cameroun, mais non, je vise l'Afrique centrale et pourquoi pas l'Afrique entière et pourquoi pas le monde entier. Donc il faut vraiment revoir nos priorités et se dire je vais le plus loin possible et pour cela, si ça suppose que je mette d'abord des bases saines, eh ben je paie au début le prix, l'investissement de départ qui sera peut-être un petit peu plus important, mais qui après en fait va me placer à un certain niveau. Très bien. Quel conseil vous donneriez, Trésor, vous donneriez à des entrepreneurs qui souhaitent se lancer, qui sont confrontés à des difficultés, parce qu'il y a aussi des difficultés financières parfois, et puis quand on est sur la spécificité soit de nos produits, quand on veut être un traiteur et qu'on propose des plats qui soient des plats ou caribéens ou africains, ou quand on est même un coiffeur, et puis on sait la difficulté des coiffeuses quand elles sont formées sur un cheveu dit caucasien. Alors il y a tout ça dont il faut tenir compte. Quel conseil vous donneriez? Moi, pour ceux qui veulent se lancer dans le milieu, dans le spécifique afro, oui, bien sûr. Je pense qu'il faut, aujourd'hui, il y a beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de spécialistes dans plusieurs domaines dans la communauté. Il faut se rapprocher de ces personnes-là, il ne faut pas se renfermer, on ne peut rien faire tout seul, on ne peut pas laver un visage avec un seul doigt. Donc je pense qu'il y a plusieurs experts dans la communauté, il faut se rapprocher de ces gens-là et créer des synergies. Je pense qu'en créant des synergies, on arrive à faire des bonnes choses. Un exemple concret avec la boxe, par exemple, on fait beaucoup de partenariats en fait, ça marche par partenariat. Donc il y a des marques qui veulent se faire connaître, qui passent par la boxe, par notre biais, comme on a quelques abonnés sur des réseaux, et elles se font connaître et ainsi de suite. C'est de la synergie, c'est du partenariat. Je pense que ça marchera mieux comme ça si on apprend à travailler ensemble, si on apprend à déléguer, à prendre des bonnes personnes au bon poste.
je pense que comme dit Kessia tout à l'heure, on ne peut pas s'improviser traiteur pour son mariage ou pour un événement alors qu'on fait juste à manger chez soi. Donc il faut prendre des bonnes personnes au bon poste. Je pense que c'est comme ça qu'on arrivera à apporter un peu plus de sérieux et de qualité dans le travail. Très bien. Alors si là, pour bientôt, dans quelques mois, on sera à Noël, est-ce que cet événement, vous êtes déjà, je rappelle que vous êtes déjà l'un et l'autre dans un milieu qui est afro, mais qu'est-ce que vous suggériez à des personnes qui évidemment envisagent de faire des cadeaux, des trucs comme ça? Comment on peut faire pour justement encourager la consommation afro, pour Noël notamment? Je me dis que des fois c'est peut-être un cas concret, pratique. Déjà s'informer, je pense que c'est la base, se renseigner, parce que parfois souvent les gens disent « Ah mais je ne sais pas si je ne consomme pas telle ou telle marque, où aller, est-ce qu'il y a des parfums, est-ce qu'il y a des marques de cosmétiques, etc. » Tout ça existe. Dans tous les domaines, je pense qu'il y a toujours un entrepreneur, une marque afro, que ce soit Caraïbes, que ce soit Afrique, que ce soit de la diaspora. Il faut juste se renseigner, prendre le temps de même soutenir les comptes en les likant, en commentant, en partageant. Je pense que c'est la base, c'est la clé du soutien si on ne peut pas même donner financièrement. Et puis après, pour les cadeaux... vraiment, il y a le choix, il suffit juste de regarder les sites internet, de suivre peut-être quelques comptes d'influenceurs, et là on va très vite voir les marques qui sont un peu tendance. Très bien. On n'a pas aussi un problème avec l'image, parce que des fois on a des super comptes qui montrent effectivement avec les influenceurs, qui montrent des super produits, mais des fois il y a des mauvaises surprises. En vrai. Donc c'est aussi ça le problème de notre société, c'est que comme tout est image et que les selfies parfaits, les photos parfaites, les photos photoshopées, etc., peuvent aussi conduire dans l'erreur, donc on n'arrive pas vraiment à s'y retrouver. Quel conseil là aujourd'hui, comment on peut faire pour trouver des informations, est-ce que c'est en passant par justement les likes, comment on peut faire aujourd'hui pour mieux se soutenir? C'est vrai qu'aujourd'hui, post-confinement, c'est un peu compliqué parce qu'avant, j'aurais dit, il y a des salons, il y a des ventes privées, et ainsi de suite. Mais c'est vrai qu'après le confinement, il y a moins d'événements qui nous rassemblent, qui nous poussent à découvrir des produits. Mais il nous reste toujours les réseaux. Je pense qu'il faut faire confiance quand même aujourd'hui. On fait des choses de qualité de nos jours, donc il faut faire confiance à nos entrepreneurs, il faut faire confiance à ce qu'ils font des bonnes choses et découvrir. Si on a au moins un produit africain dans sa garde-robe, c'est déjà une bonne chose. Si chacun de nous a au moins un seul produit africain, un produit fait par un Africain ou un Afro-Caribéen, un Afro-descendant, c'est déjà un grand pas, je pense. Très bien. Alors c'est très intéressant, vous parlez notamment des designers. Oui. On a vu avec toute la mouvance qu'il y a eu autour du wax, du tissu wax, etc. Et puis ensuite, qui a été d'abord porté par tous, et puis ensuite quand même décrié en disant que finalement c'était plutôt un tissu imposé par les Hollandais. C'est aussi une autre question, celle-là. Il y a beaucoup de personnes qui s'auto-proclament designers et finalement qui ne le sont pas. Et est-ce que vous, dans vos garde-robes respectives, je vais commencer par vous, Kessia, est-ce que vous avez un designer afro-caribéen que vous portez avec fierté? Alors oui. D'accord. En fait, moi j'aime bien le sur-mesure. En fait, ce que j'aime avec le côté lié en fait au tissu africain, c'est de pouvoir en fait j'ai quelques tissus que j'aime bien, donc j'aime bien le kente par exemple, j'en ai quelques-uns et j'aime bien le fait d'aller et de pouvoir encore choisir mon modèle. Après, j'ai par exemple, lors des Virtual Photoc, j'ai invité Eden, qui est une journaliste également, qui a sa marque de vêtements qui s'appelle Glam Ethnic, que j'aime beaucoup. Donc, elle fait partie de mes coups de cœur, c'est pour ça que je l'ai invitée. Mais il y en a d'autres, évidemment, après, en fonction des bourses, parce que parfois, on regarde, on admire, on ne peut pas tout de suite, mais en tout cas, on peut toujours acheter quelque chose, même si c'est juste une veste ou un petit top pour l'été ou pour l'hiver, à voir. Trésor, qu'est-ce que vous avez dans votre garde-robe Moi... de designer, tellement de choix que vous ne savez pas. Non, c'est pas ça. C'est que non. En fait, moi, je ne vise pas que les designers reconnus, en fait. Je prends un peu de tout. Je prends autant les petits fabricants des t-shirts qui essaient de faire des petites choses. J'essaie de toucher un peu à tout le monde. Oui, bien sûr, il y a les acométiques que j'aime bien, c'est ce qu'il fait. J'en ai chez moi. Il y a Goya, on dit Goya, qui fait des très belles paires. Qui est très 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 bien et qui est même dans la box homme,
Donc voilà, et il y a d'autres encore. Donc on essaie d'apporter toujours un plus. C'est important de soutenir les designers parce qu'eux aussi, ils essaient de valoriser aussi cette culture, cette richesse que nous avons. Il y a quelqu'un qui vient de parler des tissus africains, ce qui est très important. Alors, on a justement un projet sur ces tissus-là parce que c'est vrai que la plupart ne sont pas connus. On parle toujours de wax, mais la plupart ne sont pas connus et c'est vraiment important de le mettre en valeur. Il y a Iman Aïssi qui en a fait toute une collection et c'est vraiment une bonne chose en fait. Je trouve qu'il y a quelque chose à faire dessus. Très bien. Je vous propose que l'on marque une petite pause en regardant, vous m'avez permis de faire la transition, une petite vidéo d'Iman Aïssi, et ensuite on revient sur ce plateau. Iman Aïssi, que l'on embrasse bien entendu, qui a rejoint donc le calendrier de la haute couture en France. Alors un dernier mot, nous arrivons au fond. Qu'est-ce qu'on peut dire, au bout de cette émission, qu'est-ce qu'on peut dire comme parole précieuse pour encourager cet écosystème afro-caribéen, la consommation? Je dirais de se renseigner tout simplement et de ne pas hésiter à soutenir, même en suivant uniquement sur les réseaux sociaux. Comme je le disais tout à l'heure, c'est la meilleure manière de montrer qu'on a au moins un intérêt et qu'on encourage finalement tous ces entrepreneurs, tous ces guerriers qui essaient de tirer un peu la tête hors de l'eau. Voilà. Très bien. Alors je rappelle que vous avez organisé les virtuels AfroTalk et qu'on peut retrouver des informations un peu partout sur Internet et puis voir peut-être quelques extraits de ce que vous avez organisé. Exactement, d'autant plus qu'en ce moment, je suis en pleine compétition pour les Adicom Days, qui est une compétition pour les influenceurs digitaux en Afrique. Donc si vous voulez soutenir le projet, c'est le moment, n'hésitez pas. Eh bien, très bien. Voilà.
Très bien, il faut soutenir Keïsia. Et puis, Trésor, quel est le mot? Qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, on a bien compris qu'il fallait qu'on s'abonne à la Carré Black Box. Oui. Qu'est-ce qu'on peut dire comme mot là, pour encourager justement cet écosystème? Moi, ce que je dirais, c'est que consommer africain, c'est une sorte de militantisme, en fait. D'accord. Dans le fait de consommer des produits faits par des Afros, c'est soutenir l'économie des Afros. Soutenir l'économie des Afros, c'est donner de la force à la communauté africaine. Donc, donner de la force, c'est faire respecter. Le respect que nous cherchons dans la rue, nous pouvons l'avoir aussi et surtout dans l'économie, à travers l'économie. Donc, je pense que soutenir les entrepreneurs et tout ce qui se cherche dans les milieux de l'entrepreneuriat afro, c'est juste un geste noble. C'est ce qu'il faut faire et soutenir tous ces gens-là, c'est une très bonne chose. Ben, très bien. Je rappelle que donc, vous êtes à la tête d'une agence de communication. Oui. Vous travaillez sur tout ce qui est lié à l'image, l'écriture et que vous êtes également à l'initiative de ce beau calendrier. Alors, c'était donc l'édition 2019, fait bien sûr dans le cadre du lancement. C'est ça. C'est ça. Donc voilà. Ben, écoutez, on va mettre quelques images que les téléspectateurs pourront apprécier. Merci beaucoup à tous les deux pour votre présence aujourd'hui. Merci Beaucoup à toute l'équipe qui m'a aidé à préparer cette émission. Un remerciement particulier à Rachel Soumbou et à toute l'équipe, Gwendoline, H, Cassandra, Alexandra, Aziz, et puis vous, chers téléspectateurs. Rendez-vous la semaine prochaine à la même heure.